voilà, nous allons pouvoir reprendre, après cette pause déjeuner bien méritée, nous allons pouvoir reprendre notre programme jusqu'à 17h45, toujours pour parler qualité et sécurité dans le secteur de la radiothérapie, dans vos centres. Cet après-midi va commencer par une table ronde grand format dans la durée et le nombre d'intervenants, qui sera découpée en deux temps. La première partie consacrée à l'innovation et la deuxième partie à la conduite du changement pour accueillir ces innovations. Après une pause de nouveau bien méritée, dans laquelle nous retrouverons les mets servis par nos traiteurs favoris, nous attaquerons et nous finirons la session 3 consacrée au retour d'expérience, les REX. Alors, la table ronde qui va suivre est précédée de plusieurs petites présentations, c'est-à-dire que chaque intervenant va parler 7 minutes, et je serai à cheval sur le temps, pour ensuite s'asseoir et discuter ensemble, et j'insiste bien sur le ensemble, les questions seront importantes, nous aurons le temps. C'est-à-dire que vous levez la main, vous avez le micro, vous relevez la main, vous avez encore le micro, nous prenons des questions en visio, il y aura vraiment du temps pour discuter et échanger. Certaines des questions qui n'ont pas pu être prises ce matin seront traitées en fin d'après-midi. Et puis si vous ne trouvez pas toujours de questions, il y a les temps de pause qui sont les temps informels qui sont également là pour vous faire rencontrer celles et ceux qui pourraient y répondre, peut-être les intervenants qui sont passés sur scène. Alors, un focus sur les nouvelles pratiques et les techniques, les machines et les nouveaux protocoles qui arrivent dans un contexte très riche et dense en matière d'innovation. Tout à l'heure, une des intervenantes a présenté une slide avec la liste des 10, 12, 15 machines, innovations qui vous arrivent dans les centres et les nouveaux protocoles qui les accompagnent. Alors depuis 2009 et les suites de l'accident d'Épinal, il est apparu important, dans le cas de l'arrivée d'une nouvelle machine et du nouveau protocole qui l'accompagne, il est apparu évident de renforcer l'analyse du bénéfice pour le patient, indépendamment des fabricants, et avec des méthodes qui sont proches de celles de la mise sur le marché du médicament. 15 ans plus tard, il apparaît que cet encadrement reste encore irrégulier en fonction des centres qui ont des besoins, qui souhaitent savoir faire mieux, et vous êtes là pour ça, et cette journée est organisée pour ça. Et c'est ce que nous allons voir à l'occasion de cette table ronde. Nos intervenants, je vous le disais, vont faire une petite présentation avant que nous puissions discuter avec eux. Alors, je souhaiterais accueillir Cédric Carbonneil, de la Haute Autorité de Santé. Bonjour. Je vous laisse prendre un micro, le micro 3, si vous le souhaitez. Ça va, vous venez d'arriver, je crois. Oui, c'est un peu la course, mais bon, voilà. Jour de grève, donc un peu de bouchon, mais bon, le temps de prendre son souffle. Ok, eh bien, bienvenue parmi nous. Si vous le souhaitez, vous avez un peu d'eau devant vous. Ça va aller, merci. Ok, pas de présentation à l'écran, je veux dire. Non. Alors, je disais, vous représentez la Haute Autorité de Santé, la HAS, où vous êtes adjoint à la directrice de l'évaluation et de l'accès à l'innovation. Et vous souhaitiez nous parler aujourd'hui du forfait innovation, et dans ce cas, du processus de validation des nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc effectivement, lorsqu'il s'agit d'évaluer une technologie de santé, particulièrement des actes et donc de radiothérapie, il est nécessaire de passer par une évaluation par la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est le processus de droit commun pour lequel on va prendre en considération des données comparatives, puisque notre rôle, si on le dit simplement, est de pouvoir dire vis-à-vis de nos payeurs d'aval, donc en l'occurrence l'assurance maladie, est-ce que la nouvelle technologie fait mieux, aussi bien ou moins bien que l'existant? Donc on doit être dans une logique de comparaison. Habituellement, effectivement, nous sommes sur des essais cliniques qui vont pouvoir nous apporter ces éléments, ces informations, puisque la Haute Autorité de Santé ne les génère pas, elle n'a pas d'activité de recherche. Elle va analyser ces éléments sur la base de données bibliographiques et en prenant aussi en considération la position d'experts, qu'ils soient professionnels de santé, patients, et de parties prenantes.
pour des technologies qui ont un fort potentiel pour pouvoir satisfaire un besoin médical non couvert, et donc, compte tenu de leurs nouveautés qui sont innovantes, et là je fais bien la distinction entre invention et innovation, il est possible, de manière anticipée, de faire un pari sur ces techniques, et donc d'être dans une logique, plutôt que d'être on est prêt à... Il faut d'abord qu'on puisse voir pour payer, là on est prêt à payer pour voir. Ce sont les mécanismes dits de prise en charge conditionnelle. Il en existe depuis plusieurs années pour les médicaments. Aujourd'hui, c'est l'accès précoce. Il y a quelques années, c'était les autorisations temporaires d'utilisation. Et on a la même chose pour les actes et les dispositifs médicaux, qui est donc le principe du forfait innovation, qui permet, lorsque une demande nous parvient à la Haute Autorité de Santé, de pouvoir, si le produit est innovant et si le protocole est adéquat, proposer donc le remboursement transitoire d'un acte professionnel, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et ce, conditionné à la réalisation de l'étude comparative qui doit nous apporter les éléments de preuve qui manquent encore pour pouvoir donner une décision de remboursement pérenne. Donc on a effectivement cet outil qui n'est pas qu'un simple essai clinique, puisque la prise en charge va au-delà. Habituellement, quand vous êtes dans un essai clinique, financé par exemple dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche clinique, PHRC, vous allez pouvoir donner accès aux patients, mais uniquement au nombre de patients qui est prévu, qui doit être inclus dans l'étude et qui est défini statistiquement. Une fois que les inclusions sont terminées, il n'y a plus de prise en charge ou d'accès possible. Le forfait innovation, il continue cela, c'est-à-dire que certes, vous allez devoir inclure des patients dans une étude au début du processus, mais pendant toute la phase de suivi de l'étude, d'analyse des données de l'étude, et ensuite au décours d'évaluation HS et tarification par l'assurance maladie, il va pouvoir y avoir une continuité de prise en charge. Ce qui fait que dans l'hypothèse où nous rendons un avis favorable et où l'assurance maladie est d'accord pour rembourser, vous avez une continuité de prise en charge du début du forfait innovation jusqu'au droit commun, et vous avez une continuité d'accès sur ces technologies. Donc aujourd'hui, le forfait innovation, il est encore peu connu, même s'il a été mis en place sous sa forme actuelle en 2015. Et combien ont été attribués jusqu'à maintenant? Alors, on doit être à entre 10 et 20, je pense, oui. Sachant qu'on prend en considération aussi des dispositifs médicaux. Et pour nous, 2023 va être une année particulière, puisque c'est l'année où les premiers forfaits innovation qui ont été accordés en 2016, 2017, arrivent en fin de process. On est en train d'évaluer actuellement des technologies qui vont sortir du forfait innovation pour cette année 2023. Donc, on espère justement faire en sorte que la radiothérapie, les actes de radiothérapie, puissent proposer des dossiers au forfait innovation, ce qui n'est pas encore arrivé pour le moment. Donc là, on est dans une logique effectivement de faire connaître ce dispositif pour qu'il puisse permettre ensuite d'accéder aux évaluations par la Haute Autorité de Santé de manière facilitée, parce que c'est aussi un avantage du forfait innovation, c'est qu'il n'y a pas de gap, si vous voulez, entre la fin de l'étude et l'évaluation par la Haute Autorité de Santé. Il y a un continuum intrinsèque, et de pouvoir faire en sorte que les différentes techniques de radiothérapie innovantes puissent être prises en charge par la collectivité beaucoup plus rapidement. Alors des questions, il y en a. J'aurais envie de vous poser, vous vous arrêtez nettement. Et comme je le disais, ce sont plusieurs présentations. D'abord, on va présenter les différentes personnes participant à cette table ronde. Voilà pour un propos liminaire. Tout ce que vous aurez à dire pourra arriver pendant les échanges de questions-réponses. Notre deuxième intervenant est M. Azria, et il est en visio. Il n'a pas pu se déplacer. Aujourd'hui, David Azria est directeur du CIRIC Montpellier Cancer et président de la SFRO, la Société française de radiothérapie oncologique. Est-ce que vous êtes là, David Azria? Je vous entends parfaitement, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, parfaitement, on vous entend et on vous voit bien. Merci d'être avec nous. Alors rappelez-nous, vous êtes plaisir, merci à vous. Vous êtes à Montpellier, là? Oui, Languedoc. Exactement. Alors, vous vouliez nous parler plus précisément du forfait innovation en radiothérapie autour du test de radiosensibilité.
Oui, tout d'abord, je voudrais remercier l'ASN au nom de la SFRO pour toutes les actions communes que nous faisons ensemble et pour cette journée qui est formidable. Je la suis depuis ce matin en streaming et merci à vous. Au niveau du forfait d'innovation, lorsque l'ASN m'a contacté et m'a demandé l'expérience de la SFRO, clairement, comme a dit Cédric Carbonel, il n'y a pas eu d'acte pour le moment en forfait d'innovation de radiothérapie, mais nous avons une seule expérience. Cette expérience a été déposée par le CNP d'oncologie, Christophe Nkaela. Oui, il était là tout à l'heure. Ça a été au sujet d'un test de radiosensibilité que nous avons développé depuis plusieurs années. Et j'ai voulu partager cette expérience qui est unique avec vous aujourd'hui. Ce test de radiosensibilité, Cédric Carbonel connaît parfaitement ce dossier et je la remercie parce que depuis le début, il soutient le développement, a connu plusieurs étapes. Les premières étapes ont été, bien entendu, la recherche clinique proprement dite, avec peut-être diapositive suivante. Je ne sais pas si... Parfait. Ces études ont été au nombre de 3 multicentriques, prospectives, avec une 4e étude rétrospective allemande à suivi très long. Et ces études ont évalué le taux d'apoptose lymphocytaire radio-induit et a confirmé, toutes ont été concordantes pour montrer que les patients qui avaient un taux d'apoptose radio-induit lymphocytaire élevé avaient un très faible risque de développer des toxicités tardives à long terme. Nous l'avons développé dans plusieurs organes d'irradiation, dont ici je vous présente le sein qui présente toutes les études finalisées et publiées. Le point différentiel par rapport à l'époque, c'est que depuis les tout derniers résultats, la SFRO a récemment, en 2022, intégré les résultats de ces tests dans les recommandations de la Société savante, qui s'appelle ROCORAD, que je vous mentionne ici. Et le test a été évalué de niveau 1 par rapport aux résultats d'études cliniques, sans bien sûr intégrer la méthodologie rigoureuse de l'HF. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que la Société savante nous permet d'intégrer un test de radiosensibilité des tissus sains et nous avons également intégré les niveaux de preuve que nous avions sur d'autres tests qui, j'espère, seront prometteurs très prochainement, et notamment aussi des tests de radiosensibilité des tumeurs. Alors, diapositive suivante, pour en venir stricto sensu au sujet, nous avons déposé un forfait d'innovation avec ce test, avec une étude clinique que vous avez ici représentée, randomisée. L'objectif de cette étude avait été, à l'époque, d'essayer de donner des performances diagnostiques sur une radiothérapie hypofractionnée du sein, adjuvante, par rapport à une radiothérapie normofractionnée qui avait été utilisée dans toutes les études que je vous ai citées. L'HAS a rendu des résultats de cette évaluation et je vous les montre ici. Ils ont confirmé ce test sur le sein comme innovant, donc c'était une très bonne nouvelle. Par contre, le design de l'essai clinique n'a pas été évalué comme permettant de démontrer une utilité clinique de ce test, et donc nous n'avons pas été retenus pour aller plus loin au stade de ce développement. Alors, diapositive suivante. Clairement, on va le développer dans la discussion. Cédric Carbonel le connaît bien. Les pratiques ont changé depuis. Donc peut-être que ce n'est pas plus mal qu'on n'ait pas pu valider dès le début ce design clinique, parce que peut-être nous n'étions pas adaptés encore. On était peut-être là trop tôt.
La question que je pose maintenant, c'est est-ce que le forfait d'innovation a été un bon outil pour mettre en place des biomarqueurs en radiosensibilité? On va en discuter. Le RIHN, comme a été évoqué, est peut-être plus adapté. Je rappelle dans l'historique que ce test a été aussi déposé au RIHN avant le forfait d'innovation. Il a été évalué niveau A, mais il n'a pas été accepté, et on verra la différence peut-être avec Cédric Carbonel entre les deux outils possibles, forfait d'innovation et RIHN. Je crois que la radiosensibilité dans notre discipline, qu'elle soit tumorale ou des tissus sains, doit être un exemple comme ce qui existe avec les drogues, comme le 5FU, notamment avec le déficit en DPD pour délivrer le 5FU, et clairement, on dose le DPD à tous les patients qui vont avoir du 5FU sans jamais avoir eu une étude de pertinence clinique pour cela. Donc peut-être qu'on s'est mal orienté sur le forfait d'innovation aussi. C'est une expérience que je partage avec vous. Le deuxième point, c'est que 50% des centres utilisent maintenant le modèle hypofractionné, modéré. Nous avons des suivis à plus de 10 ans des études canadiennes et anglaises. Et je fais une petite transition déjà pour Sofia Rivera. Nous allons de plus en plus également vers des schémas encore plus hypofractionnés, qu'on appelle hypofractionnés extrêmes. Le fast forward. Et là, vous avez les résultats que je n'ai pas encore publiés, les données du fast forward et du fast. On a reçu les tubes du test apoptose de ces patients, d'études randomisées, et cette étude, le transfast, a permis de montrer que, quel que soit le fractionnement, les patients qui présentent des effets secondaires à long terme présentent un taux d'apoptose radio-induit très bas, permettant de rassurer celles qui présentent un taux d'apoptose élevé. Donc, pour finir, diapositive suivante, nous avons initié donc cette démarche avec la HAS, et j'en suis ravi. C'est un process qui est long, hein, il ne faut pas le cacher, qui est constructif. Moi, je l'ai vu comme un développement très positif, une réflexion très enrichissante, avec des regards très différents. Clairement, je crois que pour des biomarqueurs, le forfait d'innovation n'est pas adapté à cette problématique. En tout cas, mon expérience l'a montré. Peut-être qu'il faut aller sur un modèle qui a été utilisé pour le déficit en DPD. On attend bien sûr le retour de Cédric Carbonel sur la restructuration des critères du RIHN. Ils seront peut-être plus adaptés à cette radiobiologie adaptée à la clinique. Mais sachez que pour finir, diapositive suivante, nous avons déjà dans les recommandations de la SFRO, d'Arocorad, émis des modifications potentielles thérapeutiques que nous pourrons proposer aux patients en fonction des organes qui sont irradiés et du risque de radiosensibilité tumorale ou des tissus sains, ce que nous appelons ici, ce que vous voyez, le MTCP et le TCP. Donc nous avons déjà réfléchi longuement à quelles sont et quelles pourraient être les modifications thérapeutiques des malades en fonction de ce risque matriciel de radiosensibilité des tumeurs et des tissus sains. Voilà, en tout cas, merci de votre attention et je suis ravi de participer à cette discussion. Merci beaucoup, David Azria. Et donc, en dernière invitée, Sofia Rivera, vous êtes au premier rang, vous êtes très bien placée. Bonjour. Sofia Rivera, vous êtes radiothérapeute. Oncologue, radiothérapeute. Merci, madame. Je vous en prie. Vous êtes chef de service? Tout à fait. C'est bon, ça c'est bon. Ça, c'est À l'Institut Gustave Roussy? Ça, c'est bon aussi. C'est bon, maintenant je fais attention. Bien. Vous allez nous présenter en fait un dispositif qui s'appelle le sein en 5 séances. Faut-il généraliser ce nouveau protocole? C'est la question que vous posez. Très bien.
Alors, j'ai prévu quelques diapositives, mais très courtes, pour suivre les consignes. Simplement pour expliquer qu'en fait, sur les dernières années, la radiothérapie en scénologie a énormément évolué, notamment du point de vue du fractionnement, avec, si on peut avoir la première diapositive, un passage en fait de 25 séances pour quasiment toutes les femmes lorsqu'on traitait le sein, en tout cas le sein seul, à finalement 15 séances grâce aux études anglaises et aux études canadiennes pour lesquelles on a plus de 10 ans de recul. Comme disait David Azria à l'instant, hein, cette évolution du fractionnement, elle s'est faite petit à petit en France, alors qu'aujourd'hui on a quand même un niveau de preuve 1A avec plus de 3 études randomisées, plus de 10 ans de recul pour ces études qui montrent qu'on a une non-infériorité de la radiothérapie modérément hypofractionnée pour traiter le sein. Et puis plus récemment, 2 études anglaises, donc les études FAST et Fast Forward, qui ont montré qu'on pouvait aussi faire une radiothérapie du sein seul en 5 séances, soit en 5 semaines, donc à raison d'1 séance par semaine, soit en 5 séances sur 1 semaine. Alors pour l'étude étalée sur 5 semaines, on a 10 ans de recul. Pour l'étude sur 1 semaine, on a 5 ans de recul. Mais ces 2 études vont exactement dans le même sens, c'est-à-dire une non-infériorité en termes de contrôle de la maladie et de survie, et une non-infériorité également sur les aspects de toxicité, d'effets secondaires. Et puis, sur la base de ces études, eh bien, les pratiques ont changé dans de nombreux pays. Bien sûr, en Angleterre, puisque les études ont été menées initialement en Angleterre, eh bien, de plus en plus de femmes sont traitées pour la radiothérapie du sein seul en 5 séances. Et donc, à Gustave Roussy, on s'est demandé comment on pouvait aller au-delà et qu'est-ce qu'on pouvait tirer comme leçon de ces études. Et c'est la diapositive suivante. On a proposé de revoir notre modalité d'organisation de la préparation des traitements de radiothérapie. Merci. Merci beaucoup. Avec sur la journée du lundi, sur la journée du lundi, la possibilité de voir la patiente en consultation, puis de s'organiser pour que la patiente ait son scanner juste après la consultation, donc le scanner de simulation de préparation de la radiothérapie. Et là, l'implémentation d'outils basés sur l'intelligence artificielle qui permettent de faire du contourage automatique pour définir les volumes à protéger, donc les organes à risque, et les volumes cibles, donc le sein. Et ceci avec des outils automatisés qui à la fois font gagner du temps, mais font gagner surtout de la robustesse, puisqu'on sait que le contourage est quelque chose qui peut être extrêmement hétérogène d'une personne à l'autre, enfin, d'un médecin à l'autre, avec des façons parfois différentes de voir les volumes, d'interpréter les recommandations. Et donc le fait d'utiliser des outils de contourage automatique permet d'améliorer l'homogénéité des pratiques et puis de gagner du temps. Et donc, dans notre organisation, on a la chance d'avoir des internes qui vont valider ce contourage automatique, puis un médecin senior qui va faire ce qu'on appelle en anglais une peer review, donc une révision en fait par les pairs de ces contourages, donc une double sécurité quant à la définition des volumes. Et ensuite, on a la chance d'avoir des physiciens extraordinaires, notamment Candice Milewski, qui a développé en fait un script qui permet de préparer la dosimétrie, donc le plan de traitement, en quelques minutes, et ceci avec une technique sur laquelle je vais revenir sur la diapositive suivante, ce qui fait que le plan de traitement va être ensuite validé par un physicien et un médecin, et que le traitement va être prêt l'après-midi même. Et donc là, les manipulateurs radio vont pouvoir réaliser la première séance de traitement le jour même. Donc la patiente va avoir sa première séance le lundi, deuxième le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 séances, comme dans le fast forward, et donc elle terminera son traitement le vendredi avec la consultation de fin de traitement qui est le vendredi à la suite de la séance, ce qui évite encore des allers-retours. Et puis vers le 10e jour, la patiente va recevoir un appel téléphonique d'une de nos assistantes qui va, avec une grille préétablie, poser un certain nombre de questions pour identifier si oui ou non il y a des effets secondaires, et puis un système de codage avec vert, toutes les réponses sont au vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de question particulière de la patiente, pas d'inquiétude, et donc la patiente, on va lui confirmer son rendez-vous de surveillance à 4 à 6 mois, comme c'est la pratique standard. Si les réponses sont en orange, c'est-à-dire qu'il y a des questions de la part de la patiente, ou il y a éventuellement des effets secondaires mineurs, eh bien on va reprogrammer une consultation téléphonique la semaine suivante, et puis si on est dans le rouge, avec une inquiétude de la patiente qui demande à avoir un médecin, ou alors avec des effets secondaires qui nécessitent une prescription, eh bien la patiente va revenir à l'hôpital pour sa consultation.
Alors sur la journée du lundi, je vous disais que j'allais y revenir, donc on a d'abord la consultation, puis le scanner, puis le contourage automatique, la validation de ce contourage, la dosimétrie scriptée, donc, qui grâce à nos physiciens est en fait une modulation d'intensité restreinte, et ça permet effectivement de gagner du temps comme je vous l'ai dit, parce que le script est semi-automatisé, mais aussi de gagner en robustesse et en qualité de traitement, ainsi qu'en sécurité, puisqu'en fait le dosimétriste va être contraint de réaliser cette dosimétrie par 2 faisceaux tangentiels avec une modulation d'intensité limitée à un certain nombre de segments, ce qui fait qu'on est certain que la machine va pouvoir délivrer ce traitement. On n'a pas besoin de faire de contrôle qualité individuel par patient sur la machine, donc c'est un gain de temps sur la machine, mais c'est aussi un gain de robustesse, puisqu'on ne va pas pouvoir faire des modulations à l'infini et aboutir à des traitements pas forcément réalisables. Et donc, grâce à ce système, le plan de traitement est prêt en fin de matinée, début d'après-midi. Les manipulateurs vont pouvoir vérifier le dossier au poste de traitement et réaliser la séance de traitement. Et juste pour illustrer mon propos, vous voyez ici 3 dosimétries, donc complètement à droite la dosimétrie en 3 dimensions avec 2 faisceaux tangentiels qui n'irradient bien sûr pas du tout le sein de l'autre côté, mais qui a l'inconvénient de pouvoir présenter des points chauds, des zones un petit peu plus dosées en entrée, en sortie de faisceau, voire derrière le mamelon, ce qui n'est pas très agréable pour la dame traitée. De l'autre côté, donc à gauche, vous avez la dosimétrie en modulation d'intensité par modulation d'intensité volumique, donc le Vmat, avec l'avantage d'avoir une dose très très homogène sur le sein. Vous voyez, il n'y a plus du tout les points chauds avec les petites flaques roses, mais bien sûr une dose qui bave beaucoup plus sur les poumons et sur le sein contralatéral. Et puis au milieu, eh bien, ce qu'on a trouvé comme étant le meilleur compromis, donc cette dosimétrie en modulation d'intensité restreinte, ou RIMRT, avec la possibilité de fixer les tangentiels, donc de tirer le bénéfice de la 3D et de l'IMRT, mais sans baver, sans avoir la dose qui s'étale tout autour. Donc vraiment une homogénéité de dose, la possibilité d'utiliser des faisceaux de 6 mégavolts, donc les faisceaux que l'on a sur la plupart, chez nous, l'ensemble de nos machines. Pas de contrôle qualité individuel, mais des contrôles qualité globaux, ce qui fait qu'on gagne du temps sur les machines et on gagne en robustesse. Un nombre de segments limité, là aussi, pour être certain que la machine puisse délivrer le traitement. Pas de filtre, donc moins de risque d'erreur aussi, une rapidité et une grande robustesse. Et avec ça, un gain qu'on trouve colossal pour les patientes, une satisfaction majeure des patientes qui en témoignent, et puis surtout, et aussi plutôt, une satisfaction des équipes. C'est vrai qu'on en a un petit peu discuté, on est dans un contexte de pénurie de manipulateurs et de sous-effectifs, et le fait d'avoir des programmes comme ça innovants qui permettent d'accroître la satisfaction des patients tout en délivrant des traitements de qualité et dans lesquels on a complètement confiance, est un atout majeur pour les équipes et pour remotiver l'équipe. Et puis le dernier point, c'est que c'est vrai qu'en France, on a du mal à mettre en place cette radiothérapie sur 5 séances, qu'elles soient toutes regroupées sur une semaine comme ça, ou finalement avec la consultation, le scanner et les 5 séances ensuite, pour plusieurs raisons. Bien évidemment, des raisons de tarification, mais aussi des raisons de crainte, puisque comme on a moins de séances, on a plus de doses par séance, et donc si jamais il y a une erreur, l'erreur, elle est majeure par rapport à la totalité du traitement, même si c'est que sur une séance. Donc c'est vrai que ça nécessite d'avoir bien verrouillé tous les aspects qualité et sécurité du traitement. Et on est ravis d'être soutenus par l'INCa dans le cadre du programme DESTE qui nous a permis de lancer en fait un projet de déploiement national de la radiothérapie en 5 fractions, auquel participe l'assistance publique avec l'hôpital Saint-Louis, la PHM à Marseille, et puis une structure privée comme l'hôpital de Creil, enfin le service de radiothérapie de Creil, de façon à évaluer la faisabilité de cette radiothérapie en 5 fractions, avec tous les éléments de sécurité dont j'ai parlé. Merci beaucoup, Sophia Rivera, pour cette présentation. On va y revenir, on va vous poser des questions. Voilà, David Azria est avec nous, vous nous rejoignez pour cette table ronde. Vous avez l'air d'être... Enfin, c'est démesuré, vous avez une taille... David, vous avez un visage de 2 mètres 30. C'est très impressionnant. Alors justement, Cédric, David a rappelé plusieurs fois qu'il avait travaillé avec vous, il vous a... pas interpellé, mais il a posé des questions qu'il a laissées en suspens sur le dispositif qu'il a essayé. Est-ce que vous pouvez commencer à répondre aux questions qu'il a posées ? Oui, bien sûr.
Alors effectivement, on a eu cette expérience sur le test RILA qui pour nous a été très enrichissante parce qu'on a aussi beaucoup appris dans ce contexte-là. Parce que c'est vrai que le forfait innovation, comme je vous le disais, est plutôt orienté dispositif médical et acte professionnel. Et c'est vrai que en termes, je dirais, de conception, il était plutôt conçu pour le thérapeutique. Avec des essais cliniques bien, je dirais bien cadrés, des remontées de sécurité ou autres. Et c'est vrai qu'on l'a ouvert au diagnostic. Il n'y avait pas de raison de le fermer plus que ça. Mais ça nécessite probablement quelques ajustements, sachant que l'évaluation diagnostique est toujours plus complexe que celle d'une thérapeutique, puisque vous devez prendre à la fois en considération l'efficacité intrinsèque du test, mais également l'impact qu'il peut avoir sur la prise en charge, voire sur l'état de santé des patients. Donc on se retrouvait avec des choses qui sont très indirectes, et notamment sur la dimension d'utilité clinique, qui est quelque chose qui n'est pas encore complètement figé en termes de définition. Et c'est un des points sur lesquels on a eu beaucoup de difficultés dans le cadre du test RILA, qui, très clairement, pour la Haute Autorité de Santé, était clairement innovant. Il n'y avait aucune problématique là-dessus. Je rappelle que les critères d'innovation sont assez simples fondamentalement, c'est-à-dire une nouveauté, une technique qui n'est pas porteuse d'effets non contrôlés pour les patients et pour les opérateurs, qui sont en capacité aussi de satisfaire un besoin médical non couvert ou moins suffisamment couvert, ou à défaut de pouvoir, en cas de non-infériorité clinique, générer des économies. Donc là, le test RILA, très clairement, il satisfaisait tous ces critères. Là où on a eu des difficultés, c'est effectivement pas sur la démonstration des performances, puisque, comme l'a souligné David, il y avait déjà beaucoup d'études qui avaient blindé cet aspect-là. C'était la démonstration de l'utilité, c'est-à-dire l'impact sur la prise en charge. Et c'est là où on a eu une difficulté qui a joué sur la partie, je dirais, de comparaison, puisque à l'époque, on n'avait pas encore Recorad 2022, et on se retrouvait avec une randomisation pour laquelle, d'un côté ou de l'autre, on avait donc le test à prendre en considération, et des modalités de thérapeutique, donc de radiothérapie, qui se retrouvaient différentes entre les bras. Ce qui posait un certain nombre de problèmes pour savoir en fonction de l'effet que l'on objectivait derrière, qu'est-ce qui était en lien avec le test, qu'est-ce qui était en lien avec la radiothérapie, sachant qu'on n'avait pas encore tous les éléments en termes de recommandations à cette époque-là. Ce qui fait que, effectivement, ça a bloqué. Et peut-être, comme le soulignait David Azria, peut-être qu'on est arrivé effectivement un poil trop tôt sur cet élément-là. Probablement. Mais c'est vrai que l'aspect évaluation diagnostique est quelque chose qui est encore en cours d'évolution. Beaucoup moins cadré que le thérapeutique, puisque même si on n'est pas à l'identique entre des actes de radiothérapie ou de chirurgie, versus le médicament, on s'en inspire, il y a quand même quelques différences, mais c'est quand même déjà beaucoup plus cadré méthodologiquement. Sur le diagnostic, il y a encore beaucoup d'évolution. C'est d'ailleurs pour ça que la Haute Autorité de Santé a mis en place une nouvelle commission, en son sein, d'évaluation dédiée aux technologies diagnostiques, et qui va, au-delà de participer aux évaluations en vue du remboursement, réfléchir sur les éléments de méthode pour justement aider les développeurs, les porteurs de projets à bien objectiver les choses en termes de définition d'utilité clinique. Ça rejoint ce qui a été aussi évoqué sur la question du test d'uracilémie, donc pour la toxicité des PD5FU, qui est passé, je dirais, par le droit commun directement. Alors pourquoi ? Parce qu'auparavant, on avait quand même eu un PHRC sur plusieurs années qui avait permis de pouvoir comparer, d'avoir des données sur les différentes performances des différents tests, puisqu'on avait deux approches, et qui nous a permis d'avoir des éléments en termes de performance, sachant que l'utilité clinique dans ce cadre-là était intrinsèque, puisque l'objectif, pour le coup, était d'éviter des décès. Donc, à partir du moment où vous avez cette utilité clinique qui est implicite, vous n'allez pas chercher à démontrer dans ce contexte-là. Donc, et sachant qu'on avait aussi un lien direct avec la molécule, il n'y avait pas cette problématique-là dans ce cadre-là. Donc,
Voilà pour l'aspect forfait innovation. C'est vrai qu'il y a une problématique méthodologique à faire évoluer. Pour le RIHN, donc, qui est un autre mécanisme de soutien à l'innovation qui est dédié, là pour le coup, vraiment diagnostic pour de la biologie médicale et de l'anatomocytopathologie. Les travaux méthodologiques que l'on fera éclaireront aussi cet aspect RIHN. Il est en cours d'évolution puisque jusqu'à l'année dernière, c'était un dispositif qui était uniquement ministériel, donc avec des porteurs de projets, des établissements de santé qui déposaient des demandes auprès du ministère et qui recouraient donc à un groupe de représentants de sociétés savantes pour identifier s'il y avait pertinence ou pas à proposer ce test en RIHN. Pour diverses raisons, le système est bloqué depuis plusieurs années et donc en loi de finances de la Sécurité sociale 2023, la gestion du RIHN incombe désormais à la Haute Autorité de Santé. Donc on attend, nous, le décret d'application qui est en cours de préparation au niveau du ministère pour qu'on puisse lancer le dispositif de manière opérationnelle. Et probablement, puisque là, pour le coup, on est sur un test biologique, c'est vrai que le RIHN aurait été probablement plus adapté dans ce contexte-là pour permettre effectivement la prise en charge et je dirais l'entrée dans le droit commun. Donc voilà, sur cet élément-là, le système est encore jeune, on a appris ensemble, et ça a été très, très formateur pour nous. On est ravis de la publication de Recorad depuis, donc il va nous être très, très utile pour un certain nombre de choses, et notamment pour avoir des recommandations claires sur les stratégies de référence. Alors, Sophia, David, une question opérationnelle. Vous nous avez présenté les dispositifs que vous avez déployés. À partir de quand se fait cette décision? À partir de quand on décide de mettre en place un nouveau protocole? Qui décide? Comment s'est passé le processus de décision? L'énergie pour le déployer? Peut-être, Sophia, vous pouvez commencer à nous expliquer comment ça s'est passé chez vous, les coulisses? Alors, dans le cadre de la radiothérapie ultra-hypofractionnée en 5 séances, finalement, les coulisses, je dirais, scientifiques étaient relativement simples, puisque le travail a été fait principalement par les Anglais, et que, effectivement, à partir du moment où on a des études randomisées, bien conduites, sur lesquelles on a une assurance qualité, que c'est du multicentrique, avec des patientes dont les indications sont bien précisées, ça valide la pertinence du résultat. Et si, a fortiori, on a 2 études qui vont dans le même sens, même si les schémas sont un tout petit peu différents en termes d'étalement dans le temps, et que ces résultats vont dans le sens des données préliminaires, et qu'il n'y a pas de données, je dirais, contradictoires, on est assez confiant et solide. Après, c'était une question d'organisation, et cette question d'organisation, elle est modulable. Et c'est sûr que ce qu'on a trouvé comme, je dirais, workflow, chemin du patient dans notre établissement peut être complètement adapté avec un mode d'organisation différent dans d'autres établissements. Ce qui compte, c'est effectivement de coller au protocole tel qu'il a été démontré, à la fois dans la sélection des patients, à la fois dans les contraintes de dose, dans l'homogénéité de la dose, de façon à pouvoir avoir des résultats similaires à ceux des protocoles. Et ce qu'on a prévu dans ce déploiement national et ce qu'on a commencé à faire à Gustave Roussy, c'est un recueil prospectif en fait, des données des patientes qui sont traitées selon ce schéma-là, de façon à pouvoir confirmer que dans les données de vie réelle, on retrouve bien sur des patientes non sélectionnées qui peut-être peuvent avoir plus de comorbidité que celles de l'étude, parfois être en moins bon état général, peut-être avoir une moyenne d'âge plus élevée que celle de l'étude, eh bien on retrouve bien les mêmes résultats, pas plus de toxicité et la même efficacité. David Azria, comment ça s'est passé chez vous, le processus de décision? À partir de quand on a décidé de mettre en place ce protocole? Comme disait Sophia, en fait, tout démarre, ou même Cédric, tout démarre sur la recherche, en fait. Donc, on a obtenu des PHRC, on a fait des inclusions, on a obtenu des résultats. Donc, en fait, le processus est assez bien établi et parfaitement structuré.
La grande question après, c'est comment on le transpose entre un résultat de recherche clinique à une utilisation de son courant. Et le gap là, il est très honnêtement, je dirais, quasiment insurmontable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a une expérience à se faire, on vient de la partager. Il faut une énergie individuelle et collective extrêmement forte, rajoutée à une activité clinique quotidienne. Il faut, bien entendu, des industriels, parce qu'on n'en a pas parlé, peut-être qu'on va en reparler maintenant, mais la grosse problématique de la radiothérapie, très bien, alors j'en parle, la grande problématique de la radiothérapie, c'est que on n'a pas la chance d'avoir les laboratoires Roche ou Novartis, ou qui je les cite, mais je peux en citer 5000. La question qui se pose, c'est que vous délivrez des photons, ou vous délivrez des électrons ou des protons, enfin ce que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, l'industriel il a déjà vendu ses machines, les machines elles sont installées dans un établissement, il n'a aucun intérêt d'aller soutenir dans un forfait d'innovation une étude qui, au pire, va être négative. Donc, on n'est pas à un niveau où vous avez un sachet où dedans il y a des drogues, et bien sûr, il y a $1 milliard derrière de développement de la drogue, mais ça ne marche pas, vous jetez le sachet, mais vous ne déstructurez pas un système hospitalier. Quand vous montez un proton ou une IRM radiothérapie à 10 ou 30 millions d'euros, comment voulez-vous qu'un industriel il aille soutenir une étude clinique dans un forfait d'innovation avec un risque de résultat négatif, sachant que pour lui, c'est une délivrance de quelque chose qui existe, mais de manière plus ou moins sophistiquée ou améliorée. Et on parle de l'IMRT, même du proton modulé, enfin, ce que vous voulez. La grande problématique pour la radiothérapie, c'est un problème de fond. C'est que nous avons déjà des actes remboursés, non personnalisés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précision radiothérapie, un photon sur le sein. C'est radiothérapie, degré, photon ou électron. Donc que vous en fassiez 5 séances ou que vous en fassiez 30 séances, mais vous avez déjà l'acte d'inscrit sur la liste. Après, c'est la pertinence clinique et c'est l'indication clinique qui est évaluée par la HAS. Mais si quelqu'un veut faire 5 séances, il sera remboursé sur ces 5 séances. Alors, en termes de forfait d'innovation, aucun industriel va aller soutenir quelqu'un qui va faire 5 séances versus 25 séances, vu que vous avez déjà l'acte qui est remboursé, et on attend juste la pertinence de la phase 3 qui est déjà publiée. Alors, vous parlez d'un processus qui est quasiment insurmontable, enfin, une accumulation de démarches insurmontables. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour que ça devienne, pour que ça se simplifie? Mais le système est très bien fait. Je ne dis pas ça. Le forfait d'innovation, c'est quelque chose de génial. Très honnêtement. Moi, j'ai travaillé ce dossier pendant 6 ans. Je le connais par cœur, grâce à Cédric, mais c'est quelque chose de bien monté, mais qui n'est pas adapté à certaines situations. Je donne un exemple qui pourrait très bien être adapté. C'est, vous avez actuellement un système en radiothérapie qui se développe, c'est la flash thérapie. Très bien. Nous sommes très 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 loin du niveau de preuve de phase 3 que nous avons sur la radiothérapie conventionnelle. Mais nous avons quelques données précliniques et nous avons des centres qui sont intéressés. Nous n'avons pas une diffusion du tout de ce système dans les centres. Nous avons un industriel, voire 2. Je crois que c'est un modèle qui serait parfaitement adapté à un forfait d'innovation. Il a une machine spécifique, il a un développement avec quelques données préliminaires, et on va au forfait d'innovation et on développe la flash thérapie en forfait d'innovation. Peut-être que ça serait parfaitement adapté. Pourquoi? Parce que les autres domaines, Elekta, Variant, je les cite parce que c'est les plus développés dans le monde, eux, ils sont déjà diffusés dans le monde. Donc, aller déstructurer ce qui existe, c'est compliqué pour eux. Donc, je ne jette pas tout avec l'eau du bain. Il y a probablement des indications. C'est ce travail que nous devons faire à la SFRO et au CNP
en collaboration avec la HAS, de savoir quels sont les éléments qui peuvent aller au forfait, quels éléments doivent aller au RIHN et quels éléments ne pourront pas être diffusés en dehors des études de phase 3 et des actes déjà nomenclaturés. Et on a une réunion fin mars avec Cédric Arbonel sur notamment 5 dossiers que nous avons préparés qui sont simplement des extensions d'indications sur des techniques parfaitement maîtrisées. Ça, ce n'est pas des forfaits d'innovation. Ce sont des actes qui sont déjà remboursés, mais on veut une confortation clinique de la HAS pour nous dire ce que vous avez voulu évaluer, vous l'avez bien fait, et on peut en enregistrer comme indication médicale. Très bien. Voilà, c'est ce travail-là de cartographie et de démembrement qu'on doit affiner. Allez, on passe aux questions du public. Une question, monsieur, ici. Est-ce qu'il y aura une autre question après? Oui, il y aura monsieur là-haut. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur Fauchon, radiothérapie Nice, le centre de haute énergie et Bastia. Question sur la présentation de l'IGR. 2 questions de dosimétrie et une question de workflow. Je vais commencer par le workflow, c'est peut-être le plus simple. Le lundi matin, entre 8 et 10 heures, vous voyez combien de patientes, vous faites combien de scanners, combien de traitements qui sont faits sur la semaine. Premier point. Deuxième point, peut-être plus gênant, sur le plan technique. Donc vous utilisez ArtPlan, nous aussi, ça fait 5 ans, je crois qu'on est un des premiers utilisateurs. La respiration bloquée, si on transpose le sein droit au sein gauche, la protection cardiaque avec votre technique n'existe pas, ce qui est un peu gênant. Deuxième question technique, toutes ces patientes n'ont pas de boost intégré. Donc vous sélectionnez des patientes qui n'ont pas besoin de boost intégré, ou vous avez supprimé définitivement le boost intégré, quelle que soit la taille de la tumeur. Merci. Je vous en prie. Merci pour la question. Alors, dans l'ordre, j'essaye. Pour le workflow, effectivement, c'est le goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un médecin qui, chaque lundi, fait ce qu'on appelle le one week breast, donc la radiothérapie sur 5 jours, et donc voit les patientes en consultation. Donc, effectivement, c'est 4 patientes, parce qu'ensuite, il faut qu'elles aient leur scanner le matin, et qu'ensuite, il faut qu'il y ait la dosimétrie. Donc, pour les patientes qui ont le programme tout intégré en une semaine, effectivement, aujourd'hui, on est à 4 patientes par semaine, ce qui fait qu'on a un peu plus de 200 patientes qui ont été traitées en une année. On a par ailleurs des patientes qui, pour des choix personnels, parce qu'elles ne peuvent pas rester toute la journée du lundi, par exemple, eh bien, vont avoir la consultation et le scanner, et puis ensuite, la semaine suivante, auront la radiothérapie sur les 5 séances. Donc c'est pour ça que je disais, il y a sans doute une organisation un petit peu différente selon les centres, le volume de patients, voilà. Donc des workflows différents, mais néanmoins, le fait d'avoir les 5 séances sur la semaine est quand même un gain considérable pour la patiente en termes de durée totale de traitement, puis d'aller-retour, bien évidemment, etc. Pour ce qui est de la dosimétrie, alors on propose systématiquement à toutes nos patientes, que ce soit des patientes traitées pour le sein droit ou pour le sein gauche, une inspiration bloquée. Donc effectivement, il y a, et c'est très important, et je vous remercie de le souligner, une protection cardiaque qui est plus significative à gauche, bien sûr, parce que l'inspiration bloquée va avoir un plus grand bénéfice dosimétrique à gauche qu'à droite, puisque le cœur est plutôt à gauche. Et donc, systématiquement, en fait, on propose ça. Maintenant, les manipulatrices ont pris le pli, et c'est vrai que là où ça nous prenait du temps initialement d'expliquer aux patientes l'inspiration bloquée, etc., maintenant, c'est devenu tellement automatique que ça rentre dans leur discours habituel lors de la simulation, et on se dit que finalement, même si à droite, le bénéfice, il est modéré, s'il y a un bénéfice, autant le prendre. Donc ça, c'est pour l'inspiration bloquée. Et puis le dernier point, c'était le boost intégré. Ah oui, alors effectivement, comme on n'a pas voulu mélanger toutes les questions en même temps, on a commencé par sélectionner les patientes pour lesquelles on n'avait pas d'indication de boost. Donc pour l'instant, toutes les patientes qui sont dans notre programme de radiothérapie en 5 jours sont des patientes de 60 ans et plus. Dans l'étude Fast Forward, c'était les patientes de 18 ans et plus, et celles qui avaient un boost en 8 séances. Donc effectivement, ça fait quelque chose d'un peu étonnant d'avoir une radiothérapie du sein en une semaine et puis un boost sur une partie du sein qui est encore plus long, puisque ça fait 1 semaine et demie. Les Anglais ont démarré l'étude avec le boost intégré, et en Inde, au Tata Memorial, l'étude avec le boost intégré a démarré. Donc on a 2 phases 3 qui sont en cours avec des boosts intégrés, mais pour l'instant, il n'y a pas de données là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'applique pas ce schéma-là aux patientes qui relèvent d'un boost. Okay. Si vous vouliez remontrer la dosimétrie sur le sein, votre technique au milieu, donc on n'a pas de protection cardiaque avec vos faisceaux tangentiels en IMRT. Alors, on voit très bien, si on se transpose de l'autre côté, on a le cœur complètement dans le champ d'irradiation. Donc
Voilà, Donc, tout à quelque fait. part, cette technique pour les cœurs gauches, en tout cas chez des femmes jeunes ou des femmes qui ont des antécédents de stents, etc., ne me semble pas adaptée, si vous voulez. Alors, en fait, La technique de dosimétrie. oui. de Alors, en radiothérapie. fait, comme c'est de la modulation d'intensité et comme le cœur est contouré, on peut quand même épargner le cœur. Et avec l'inspiration bloquée, on n'a pas de difficulté pour le faire. Dans le fast-forward, il est bien précisé que la dose moyenne au cœur ne doit pas dépasser 3 Gray. Donc, effectivement, on est complètement dans ces contraintes-là sur les 200 premières patientes traitées. C'est vraiment pas une difficulté, sous réserve de pouvoir moduler et d'avoir cette inspiration bloquée. Merci. Bonjour. Oui, merci, Dr Askoul, je suis oncologue radiothérapeute. Simplement, ça fait longtemps, j'aime bien avoir quelqu'un... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Quelqu'un de la HS. Simplement, il y a 10 ans, on a reçu un circulaire, on est obligé de faire le test des DPD. À chaque patient, il va recevoir les 5 fluorouracils. Et ce n'est pas remboursé par la Sécu. Je vous explique un petit mot combien ça va coûter à la Sécu après. Nous sommes dans le Loiret, les patients ils viennent de 100 km. Donc, les patients, ils arrivent, on fait une demande de BD. Franchement, moi, ça fait 30 ans, je n'ai jamais de problème avec une seule patiente ou un patient avec une difficulté. Les pourcentages, c'est 1 sur 10 000, je pense, des patients, ils ont un déficit. Donc, les patients, ils arrivent. Ils obligent l'établissement à prendre en charge le test. Les tests, ça coûte autour de 35 €. Donc, les patients, il fait son bilan à domicile. On est obligé de faire un bon transport. Quelquefois, ça va coûter à la Sécu 200 € pour venir à l'établissement et faire les tests des BD. Simplement, ce n'est pas remboursé par la Sécu. À l'autre côté, il a un dosage du marqueur. Nous ne sommes pas comme ville juive, ils ont tout sur place, les patients ils viennent du matin jusqu'à soir, vous savez. Donc, finalement, je fais une petite étude. Ça va coûter presque 100% ou 2 fois 100% plus à la Sécu pour faire un test. Simplement, vous n'avez pas ajouté que ce test, comme ça coûtait moins cher un dosage BSA, remboursé par la Sécu. J'aime bien comprendre pourquoi. Et je suis ravi d'avoir quelqu'un qui peut répondre directement. Merci. Je ne sais pas si j'ai reçu à faire. Voilà, on fait pour tous les patients radiochimio. Tout patient, il veut avoir les 5 fluors, même gynéco, digestif, ORL, et il n'y a aucune cohérence. Alors, j'essaye de bien saisir la chose. Je ne sais pas, David, il peut être d'accord avec moi. Peut-être. Donc vous avez un test qui permet d'éviter, enfin de détecter tests deux dont on choses, parle là, soit donc je dirais la détection par uracilémie, hein, donc c'est un simple dosage sanguin, je le rappelle. Donc qui a certaines effectivement contraintes préanalytiques, ça on ne peut pas y faire grand chose, hein, compte tenu du métabolite qui doit être dosé. Le test en question, il est remboursé en ville ou C'est pas remboursé en ville. Ah si, je peux vous le garantir. Vous avez ajouté en phrase à l'établissement qui fait la chimio, c'est elle qui l'a pris en charge. Et je ne sais pas pourquoi. Alors là, pour le coup, sur cet aspect-là, à vérifier avec l'assurance maladie, puisque l'assurance maladie, ils n'ont rien. On a parlé avec tout le monde, on a dit c'est n'importe quoi, ça coûte cher 20 fois plus ou quelquefois 50 fois plus. Non, c'est l'AHS et l'ANCA qui ont décidé ça. Après, il n'y a personne qui l'écoute. Hein. Simplement pour vous dire, même j'ai parlé avec l'occasion avec le député qui est Stéphanie Rist. Hein. Elle était surprise. oui, ça m'a m'a dit pas. je transmette. Ça me surprend également. Et il n'y a rien. Et finalement, ça va coûter à l'État, ça va coûter à nous tous. Vous êtes là,
Je suis ravi d'avoir quelqu'un de la HS directement. Vérifiez bien. Et mes collègues, ils peuvent conformer soit Sophia, soit David. Ben, merci d'avoir soulevé ce point, monsieur. À vérifier. Devant vous, une question, et puis une question du public en visio, pour finir. Je sais, je me répète, mais je vous demanderai aux questionneurs, comme aux gens qui répondent, d'être courts. Oui, pour compléter, je suis également de Nice, René Germain Sadoun. Je voulais mettre en exergue un point qui me paraît important, c'est que les deux présentations sont pour moi assez opposées, au moins très différentes. La présentation donc, de David est sur un test qui est totalement avéré, qui est quelque chose qui va nous aider énormément pour le suivi de nos patients et la sélection des fractionnements des patients à risque sur des complications tardives, et on a un degré d'évidence qui est tout à fait important. Sur le sein en 5 fractions, on a déjà discuté assez longuement ensemble, y compris au sein de la SFRO. On est sur un recul qui, pour nous, paraît insuffisant, même si les études anglaises sont publiées, même si on a effectivement des résultats, on a des résultats avec un suivi qui reste faible quand on connaît la longueur des effets secondaires tardifs qui sont totalement corrélés à la dose par fraction. Donc quand on a fait, comme beaucoup d'entre nous, des études en radiobiologie et radiopathologie, on a effectivement, pour les effets tardifs, qu'ils soient sous-cutanés mais aussi cardiaques ici, un risque qui est à 10 ans, à 15 ans, et on voit des patientes, même à 20 ans aujourd'hui, qui ont des cancers de l'ésophage, des problèmes qui ont été traités il y a 20 ans en radiothérapie avec des techniques anciennes. Là, on est sur une technique moderne, mais avec un fractionnement dose par fraction, qui est le facteur principal des effets secondaires tardifs. Donc pour moi, je veux dire, on est en droit d'avancer, de traiter nos patients, mais est-ce qu'on peut le faire de façon en routine, en l'absence d'études avec au moins 10 ans de recul? Pour moi, ça reste une interrogation. C'est effectivement souvent le point qui est discuté. Alors dans l'étude FAST, on a ces 10 ans de recul. Dans l'étude FAST Forward, c'est vrai qu'on a 5 ans de recul dans la publication. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'à 5 ans, les courbes sont tout à fait les mêmes en termes de toxicité que ce qu'on a dans l'hypofractionnement modéré, avec un écart entre les courbes de toxicité entre le bras standard et le bras expérimental dans le fast-forward qui est exactement le même profil, le même parallélisme entre les courbes que ce qu'on a dans les essais START à 5 ans et qui s'est conservé dans le temps. C'est-à-dire qu'ensuite les courbes ne s'écartent pas dans les autres essais. Donc on a un essai à 10 ans dans lequel la non-infériorité en termes de toxicité est démontrée. Et puis c'est vrai, on a une étude à 5 ans seulement publiée pour laquelle je pense les données sont quand même rassurantes, à la fois parce que c'est en cohérence avec l'étude en 5 fractions à 10 ans, et parce que c'est en cohérence avec les profils de toxicité qu'on a sur les études START. Mais c'est vrai que sur le fast-forward, on a 5 ans. Et c'est vrai que c'est toujours le sujet de discussion, et à partir de quand on va considérer que la balance bénéfice-risque est en faveur. Voilà, c'est vrai que... Carole Rousse, oui, c'était juste effectivement en complément de ça, c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse c'est de savoir à partir de quand au niveau de la société savante, enfin, du CNP, est-ce que vous avez objectivé en tout cas ces critères, à partir de quand on va décider par exemple pour ce type de protocole de le mettre dans le RECORAD? C'est quoi votre processus et comment ça se passe? Je peux peut-être intervenir? David, oui. Le processus, il est simple, il est renouvelé tous les 2 voire 3 ans dans le RECORAD, sauf si on a par comité d'organes une urgence à émettre un amendement de notre RECORAD sur une indication particulière. Les recommandations dans le sein ont été claires en 2022. L'hypofractionnement modéré nous paraît de niveau parfaitement élevé. Le FAST n'est pas encore une recommandation, mais une option.
et le fast-forward n'avait pas encore la publication définitive que nous avons eue, même si elle venait de sortir, c'était encore très préliminaire. Donc, globalement, le comité d'organes qui inclut l'ensemble des professionnels de santé, privés, publics, médecins, physiciens, avec la SFPM et la SFRO, se réunir sur une urgence. Et pour le moment, on ne considère pas que le fast-forward est une urgence. Mais c'est clairement dans le viseur de l'Eurocorat 2024. Quoi qu'il en soit, le fast en lui-même sera probablement inclus, c'est sûr. Parce qu'on aura un recul suffisant. J'ai envie de dire, pour répondre à René Jean, et à Sophia peut-être, c'est peut-être même le moment, je trouve que c'est même complémentaire, nos deux présentations. Il va falloir peut-être intégrer la prédiction de toxicité à l'hypofractionnement extrême pour éliminer certaines où on est sûr qu'il ne faudra pas le faire. Mais ça, on en discutera entre nous. Mais vu les résultats du Transfast que nous venons d'avoir, avec justement Johnny Arnold qui a piloté les études FAST. Merci David. Alors une question, Karine, de quelqu'un qui nous suit en visio. Oui, alors donc nous avons une question d'une personne qui est manipulatrice au centre Hartmann et qui a noté que l'on parlait de l'utilisation de logiciels de délinéation automatique dans la présentation du docteur Rivera et qui demande si ces logiciels peuvent faire partie ou font partie du forfait. Et seconde question, qu'en est-il des autres techniques de traitement comme la radiothérapie adaptative qui est innovante et d'utilité, peuvent-elles être dans ce forfait ? Alors, je pense que là aussi, c'est une question qui est extrêmement importante et pragmatique, mais qui est fondamentale. C'est-à-dire que dans tous les éléments qu'on a discutés, il y a les éléments de sécurité, d'homogénéité de la dose. Je vous ai parlé de la dosimétrie scriptée, du fait de générer un script qui permet de faire cette dosimétrie. On a parlé de contourage automatique et donc du logiciel qui permet de générer ce contourage automatique. On a parlé d'inspiration bloquée et donc des systèmes. Et on n'a pas encore parlé du contrôle d'image et effectivement de l'adaptative. Et tous ces systèmes-là ne sont aujourd'hui pas pris en compte dans la tarification et pourtant, sur des doses élevées par fraction, il est bien évidemment tout aussi, voire même plus important, de s'assurer de tous ces éléments-là. Et on l'a vu pour la faisabilité en fait, du type de workflow que j'ai présenté, des outils automatisés sont nécessaires, sinon on n'arrive pas à rentrer dans ce temps-là. Donc c'est vrai que si on veut optimiser le workflow, la qualité, la sécurité, eh bien, il y a un coût derrière de logiciel, un coût organisationnel qu'il faut intégrer dans le forfait ou oui. La façon de rémunérer en fait, ce type d'irradiation. Oui, c'est très important et aujourd'hui, c'est pas coté. David, pour finir de répondre. Il y a un mot. Oui, c'est très important cette question. Merci Sophia, je suis tout à fait d'accord. Il faut que ceux qui ne savent pas, qui sont présents, nous participons, la SFRO, au comité de la nomenclature, avec un comité de radiothérapie ad hoc, qui est piloté par François Rocher. Cette révision de la nomenclature va être extrêmement importante pour la radiothérapie française. Nous avons des grilles que nous sommes en train d'élaborer qui avaient été déjà bien structurées par Bruno Chauvet à l'époque et le bureau de la SFRO. Mais il y a une complexification des actes que nous voulons mettre pour justement justifier des remboursements différents entre un acte plus simple ou un acte qui paraît plus complexe, qui nécessite plusieurs interventions ou plusieurs logiciels X ou Y. Donc c'est en cours d'élaboration. Il n'y a en face aucune notion de prix. Hein. On construit encore la grille, ou on l'affine. Je ne veux pas finir sur un mot pessimiste, mais 2025 me paraît loin, 2027 me paraît plus réaliste, et je l'espère avant 2030. On a le temps de mourir financièrement. Bon, ben vous avez raison, c'est pas pessimiste. C'est bien. Bon, merci beaucoup. Deuxième phase de cette table ronde, la partie innovation et la partie maintenant conduite du changement, qui accompagne l'accueil de l'innovation. Nous allons accueillir 3 nouveaux intervenants qui, encore une fois, vont nous faire une brève présentation avant que vous puissiez leur poser des questions. Donc, je souhaite accueillir Magali Edouard
Evelyne Amienne Alm et Caroline Bonin. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite à vous asseoir. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Avec plaisir, bonjour à tous. Donc, je suis Magali Edouard, je suis physicienne médicale de formation et avec une dizaine d'années d'expérience en radiothérapie et je travaille actuellement à l'IRSN. Voilà. Et donc je viens accompagnée de Evelyne Alm, donc je laisse se présenter, mais je suis ravie que tu sois là. Merci. Magali. Bonjour. Bonjour, je suis Evelyne Alm, donc physicienne médicale au centre de radiothérapie, au groupe de radiothérapie oncologie des Pyrénées, qui regroupe les sites de Pau et de Tarbes. Donc je travaille sur Tarbes et je suis responsable de la qualité aussi. Très bien, merci beaucoup. Caroline Bonjour. Bonin, je suis physicienne médicale à l'hôpital de Mulhouse, dans le service de radiothérapie. Bienvenue. Bon, bienvenue à vous trois. On va commencer avec vous, Magali Edouard. Vous vouliez nous présenter le guide Exactement. que l'IRSN a publié. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Oui, donc exactement. Je suis ici du coup pour vous présenter ce guide d'aide pour l'appropriation d'un changement technique ou matériel en radiothérapie. Donc c'est un guide. Alors, par contre, je vais peut-être prendre la petite. On a prévu pas beaucoup de diapositives, merci. La zapette. Mais quelques-unes quand même. Du coup, voilà pour voir ce fameux guide. Parce que pour une fois, on a fait une jolie couverture. Alors, on en profiter. Alors vous avez des retours devant vous, c'est peut-être Oui, moins douloureux pour le coup. Exact. Du coup, ce guide donc, a été élaboré à la demande de l'ASN, qui avait constaté donc, pendant les changements en radiothérapie, les barrières de défense prévues pour assurer la sécurité des traitements pouvaient être fragilisées. Et donc l'ASN nous avait demandé de travailler sur ce sujet et d'élaborer donc un guide pour aider les professionnels de santé à préparer le changement. Donc ce guide, on pourrait le qualifier de guide pour la gestion de projet, mais nous en interne on n'aime pas trop ça. On va vous dire pourquoi, parce qu'on voudrait vraiment, on a travaillé sur le fait de considérer que le changement va générer une période de déstabilisation un petit peu dans les pratiques des professionnels, forcément le temps de s'adapter à l'utilisation de la nouveauté. Et donc là, l'objectif de ce guide, c'est vraiment d'anticiper le mieux possible et de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour limiter cette période de déstabilisation qui est obligée d'exister, mais qu'on peut réduire en temps et limiter en amplitude de déstabilisation. Donc c'est vraiment l'objectif de ce guide. Pour l'élaborer, nous avons mis en place un groupe de travail avec les différents corps de métier de la radiothérapie, donc avec des représentants des différentes sociétés de professionnels, donc avec des manipulateurs, des oncologues radiothérapeutes, des qualiticiens et puis des physiciens médicaux. Ce groupe de travail nous a permis de recenser un certain nombre de recommandations donc, pour la conduite du changement, qui ont pu être triées suivant les 4 grandes étapes de la gestion d'un projet, donc qui part de l'initiation du projet à la consolidation sur le long terme. Et donc dans le guide, vous retrouvez ces 4 étapes qui sont chronologiques, mais ensuite nous avons essayé de regrouper les recommandations, non pas par chronologie, mais par thématique, et si possible des thématiques d'ordre facteur organisationnel et humain. Donc vous trouverez dans ce guide des recommandations, des questions qui aident à appliquer, à vous questionner sur chacune de ces recommandations qui sont proposées. Et au niveau de l'IRSN, on a eu vraiment cette démarche d'essayer de vous apporter des éclairages sur les facteurs organisationnels et humains qui vont vous permettre de comprendre le fondement de ces recommandations, parce qu'on est convaincu que c'est par la bonne compréhension de ces fondements des recommandations du point de vue FOH qu'on va favoriser l'application de
ces recommandations et puis vous aider aussi à aller plus loin. Enfin, ça va vous donner une bonne compréhension, va finalement naturellement vous amener à aller plus loin dans votre mise en place et puis éventuellement avoir des arguments aussi pour obtenir des moyens pour pouvoir appliquer ces recommandations. Un des objectifs de ce guide, on peut le voir aussi comme une boîte à outils et puis surtout un garde-fou pour être sûr que vous n'oubliez pas des éléments importants dans votre préparation du changement. Je tiens à remercier là le travail de Valérie Vasson, une collègue de l'IRSN qui est spécialiste en sciences humaines et sociales, qui a permis du coup d'insister sur tous ces éclairages sur les facteurs organisationnels et humains. Hop là, je suis allée trop vite. Non, c'est sensible. Donc avec Evelyne, avec qui j'ai le plaisir de travailler sur le guide, on échange régulièrement j'accompagne dans son changement, dans son projet qu'elle va présenter juste après. Et moi, je l'accompagne pour tester un petit peu l'aspect opérationnel, de ce guide et voir ce qui a bien marché ou ce qu'on pourrait revoir. Et donc, on a choisi dans cette présentation de la structurer, de reprendre 3 des grands messages qu'on essaye de faire passer dans ce guide. Vous les avez affichés ici. Le premier, c'est qu'on insiste beaucoup sur l'aspect collectif de la préparation du changement. Et un des messages, c'est qu'il faut vraiment prévoir des échanges pluridisciplinaires pour anticiper les ajustements qu'il est nécessaire de faire, parce que le message, c'est que les risques qui vont être difficiles à identifier se situent au niveau des activités, entre les différents métiers, et donc il faut vraiment absolument avoir ces échanges pluridisciplinaires pour identifier certains effets du changement et du coup des risques pour le patient. Ensuite, on parle beaucoup du collectif tout au long du guide, parce qu'il est important d'impliquer l'ensemble des professionnels de votre service de radiothérapie dans le projet. Ça, c'est la partie un petit peu faire sens pour tous. Notamment vis-à-vis des aléas d'un projet, c'est important que votre collègue qui n'est pas directement impliqué dans le projet puisse comprendre ce qui se passe, parce que évidemment, lui, ça va aussi impacter son activité avec, par exemple, une augmentation de sa charge de travail. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Merci. Donc le deuxième message, c'est l'importance du REX. Donc on le retrouve vraiment à différentes étapes du guide. Le retour d'expérience interne, mais aussi aller chercher l'expérience dans d'autres centres qui ont pu être confrontés au même type de changement. Donc le REX, il est très important, c'est vraiment une donnée d'entrée importante pour l'analyse des effets du changement et du coup des risques pour les patients. Et c'est aussi important parce que vous avez besoin de pouvoir vous projeter dans la nouveauté. Ça fait vraiment partie de l'appropriation de la nouveauté. Et vous allez faciliter l'appropriation si plus vos professionnels sont capables de se projeter dans l'utilisation de la nouveauté au plus tôt. Avec Evelyne, là, sur ce point, on a beaucoup travaillé pour les manipulateurs sur la formation. De le préparer en amont de la formation pour qu'ils soient déjà capables de se projeter dans leur utilisation et vraiment avoir une formation efficace. Le dernier point, c'est laisser un temps suffisant pour le déploiement clinique. Donc ça peut paraître un peu simpliste, mais toujours pareil, on essaye de bien expliquer pourquoi. Et donc là, l'importance, ça a déjà été dit plusieurs fois, c'est de permettre aux professionnels de se confronter sans pression temporelle, de pouvoir s'adapter aux difficultés rencontrées à la nouveauté et surtout avoir le temps d'échanger avec ses collègues ou d'aller chercher des informations. Donc c'est la part de la sécurité qu'on appelle sécurité gérée qui a déjà été abordée et qui est très importante, et particulièrement en milieu médical. Les professionnels s'adaptent beaucoup et du coup sont cruciaux pour la sécurité des traitements. On parle du temps suffisant pour favoriser les échanges informels qui sont très importants, parce que si je reprends cette idée de période nécessaire à l'appropriation de la nouveauté, donc où les activités sont
les activités des professionnels sont perturbées, et bien, il y a besoin d'un temps pour que les pratiques de l'ensemble des professionnels convergent vers une pratique partagée et favoriser ces échanges informels, et donc avoir le temps d'avoir ces échanges informels va accélérer cette convergence et donc faciliter l'appropriation de la nouveauté. Et je parlais un petit peu trop, donc je passe la main à Evelyne qui va partager son expérience. Donc je vais illustrer les propos. Tu t'en cherches ? Je vais illustrer les propos. Ne vous inquiétez pas, excusez-moi Evelyne, ce que vous ne pouvez pas dire dans votre présentation, en fait, il y a des questions-réponses après pour pouvoir le dire. Donc ne vous précipitez pas. Et, je vais essayer quand même. Et c'est pas grave si tout n'est pas dit au moment de la présentation. Tout à fait. Donc je vais vous parler pour illustrer les propos de Magali, donc de l'installation mixte radiothérapie, curithérapie à haut débit de dose qui est en cours de déploiement au GROP. Donc l'activité de Curie HDD a été arrêtée depuis septembre momentanément, le temps des travaux de réhabilitation du bunker jusque-là dédiés à cette technique. Dans le cadre de ce projet plutôt atypique, la technique de Curie HDD va connaître 3 changements significatifs. Le premier du point de vue humain, puisque c'est une nouvelle équipe de manipulateurs qui va être formée et habilitée à cette technique. Le deuxième au niveau organisationnel, puisqu'il va falloir intégrer les séances de Curie HDD dans cet environnement volontairement mixte, et cela en toute sécurité. Et le dernier point, au niveau législatif, puisque il y a une mise en place, il va falloir mettre en place la politique sur la malveillance. Donc nous avons choisi de travailler avec l'IRSN, prendre quelques recommandations, comme l'a dit Magali, du guide, et donc en espérant améliorer notre conduite de projet. Donc le premier point, en fait, pendant la phase d'initiation, il y a eu prise de conscience du besoin d'élargir les échanges auprès des manipulateurs qui vont être les principaux impactés par le changement. La mise en place donc, de réunions pluridisciplinaires dédiées au projet pendant la phase de préparation ont permis justement de faciliter les questionnements et les discussions face aux effets du changement. Il a été nécessaire d'argumenter cette approche avec le guide auprès de la gérance, qui a parfaitement compris l'intérêt de ces réunions. Cette ouverture pluridisciplinaire a conduit donc à une meilleure anticipation des ajustements interprofessionnels, à renforcer l'analyse de risque, mais elle a aussi permis le partage des aléas de projet pour une meilleure compréhension de tous du pilotage et des arbitrages qui étaient amenés à faire la gérance. Le deuxième point, c'est donc nous avons cherché à tirer au maximum de bénéfices des règles qui soient externes ou internes. Et pour cela, nous avons eu 2 approches. La première, pour la Curie HDD, nous nous sommes appuyés sur les éléments acquis en interne par les physiciens et aussi les radiothérapeutes pour faire une présentation aux manipulateurs du fonctionnement du projecteur de source, de la technique de Curie et de la sécurité qui est associée à cette technique. Les informations que nous avons pu recueillir en externe ont quant à elles plutôt servi à construire le schéma organisationnel de la malveillance, qui est aussi une nouveauté législative. Concernant la radiothérapie, nous avons une autre approche, c'est plutôt la valorisation des compétences déjà acquises par les manipulateurs au poste du TrueBeam, qui a servi à construire la présentation de l'alcyon par comparaison avec un environnement connu. Donc à travers ces différentes présentations, nous avons voulu préparer les formations donc, du constructeur, mais tout en faisant passer des messages, des attendus, de façon à favoriser l'appropriation des outils par les professionnels et donc maîtriser la nouveauté, mais aussi de façon à anticiper de façon optimale l'analyse de risque. Et enfin, nous avons dû utiliser la temporalité
de façon à ce que face au changement, on soit un peu plus près. Et donc nous avons décidé de commencer par les traitements de curie HDD, de façon à ce que les professionnels assimilent ce nouvel environnement. Et ensuite, ce n'est que quelques semaines après que débuteront les traitements la prise en charge de radiothérapie sur la Lithium. Donc avec une montée progressive du nombre de patients, quelque chose de classique, hein, une rotation glissante des binômes et le transfert aussi, un mois plus tard, de la technique 5 ganglions en aspiration bloquée en VMAT du TrueBeam vers la Lithium. Donc pour conclure, donc outre la formalisation de cette démarche de gestion de projet, ce guide nous a permis l'intégration d'une approche pluridisciplinaire qui facilite la responsabilisation des professionnels face aux changements qui sont induits. En parallèle, ce guide nous a fourni des éléments pour aller plus loin dans la communication interne. Et donc maintenant, on le voit plus sous l'angle on voit sous un angle différent les présentations et la conduite de projet. Et enfin, la dernière étape de ce projet, ça sera de faire un bilan global en vue d'une démarche d'amélioration continue. Donc en tout, ça ne sera pas 15 ans que ce projet aura duré, mais plutôt 15 mois entre la phase d'initiation et la phase de retour d'expérience sur ce projet. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai juste une petite dernière Magali. diapo en 2 secondes. C'était juste pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin sur les facteurs organisationnels et humains. À la fin du guide, vous avez un certain nombre de références en fonction des thématiques qui étaient abordées. Et puis, je fais juste une petite pub sur un rapport qui est sorti récemment sur des travaux de recherche de nos chercheurs en sciences humaines et sociales de l'IRSN qui ont travaillé sur l'appropriation d'un nouveau système d'imagerie en radiothérapie. Et donc, il y a eu un gros effort de sortir un rapport à destination des professionnels de santé, donc qui ne soit pas dans un langage de chercheurs d'ergonomes. Donc je vous invite, pour les curieux, à regarder ce rapport. Voilà. Merci beaucoup. Caroline Bonin, vous venez nous parler d'une démarche de gestion de projet pour la stéréotaxie au sein du groupe hospitalier de la région de Mulhouse, oui, que vous représentez. Oui, donc oui, je vais prendre la petite... donc tout d'abord, je voulais remercier l'ASN de nous avoir invités pour mettre en avant ce qu'on avait pu leur présenter lors d'une inspection suite à la mise en place de la stéréo, donc essentiellement intracrânienne. Pardon. Non, là on vient carrément de sauter une demi-heure. Ah, alors est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, à la vidéo? Ah, Caroline, on est bien revenu. Ouais. Suivante. Je suis désolée, ça ne marche pas. C'est pas grave, hein. On sait être patient. Saviez-vous que le beffroi de Montrouge culmine à pas moins de 43 mètres? Ce bâtiment, conçu en 1933, c'est véridique. Par un architecte qui était l'élève de l'architecte qui a conçu la gare du musée d'Orsay. Donc on retrouve, vous avez vu dans les parties où on a mangé, on retrouve un dessin commun, très art déco, une grande place laissée aux verrières. Voilà, donc là il faut vraiment accélérer parce que j'ai plus que quelques phrases. Bon, je vais bien essayer de commencer, mais c'est quand même vraiment plus simple si je peux illustrer. Les escaliers adoptent une parfaite symétrie qui est typique des arts déco. Oui. Il n'y a pas de PowerPoint, Caroline. Alors là... Il n'y a pas de PowerPoint. Nous n'avons pas de PowerPoint pour Caroline Bonin. Moi je l'ai, mais ça va être difficile à lire. Hein. Eh ben, vous savez quoi, ça n'est pas grave du tout, c'est même très agréable. Vous savez ce que vous voulez nous dire après tout. Je sais ce que je voulais dire. D'où venez-vous et par quel processus êtes-vous passé? Oui, ben voilà, je l'ai déjà dit, la SN m'a invité, je suis venue. Difficilement, mais je suis venue. Bien, ma question-réponse. Voilà.
Non, mais en tous les cas, le PowerPoint est dans les mails de l'ASN. S'il y en a qui veulent s'inspirer, en tous les cas, de notre gestion de projet, n'hésitez pas à les contacter. J'ai essayé en fait de construire quelques slides pour surtout aider les gens sur le terrain qui veulent essayer de mettre en place des nouvelles techniques ou des nouveaux projets avec une gestion de projet. Donc nous, c'est une démarche qui a été initiée depuis 2013 en se basant sur des guides de l'IRSN, du GPMED, de l'ASN. Et on a écrit une procédure qui s'appelle tout simplement gestion de projet. Et c'est une procédure unique qu'on utilise quel que soit le projet qu'on souhaite mettre en place dans le service. Donc cette procédure, évidemment, une des premières étapes, c'est de constituer un groupe de travail pluridisciplinaire. Et nous, ça a vraiment été un choix d'intégrer, donc évidemment, physiciens, manipulateurs, radiothérapeutes, mais surtout l'acaliticienne qui était présente à chaque réunion et la cadre de santé et les secrétaires, qui sont parfois des corps de métier qui ne sont pas forcément présents tout au long du projet. Donc nous, ça a vraiment été une force d'intégrer tout le monde. Et à chaque réunion, on a tracé toutes les actions qu'on a mis en place dans un document unique avec incrémentation des versions à chaque fois pour vraiment garder un historique. Mais ce document unique évitait vraiment à chaque corps de métier de travailler dans son coin et puis de perdre des informations au fur et à mesure du projet. Donc la grosse problématique pour nous, c'était d'intégrer la stéréo intracrânienne dans le circuit du patient existant. On ne voulait pas tout chambouler dans les pratiques actuelles. Donc on a une prise en charge patient qui est déclinée sous 5 processus, prise en charge patient, simulation, dosimétrie, traitement et suivi. Bon, processus assez classique, je pense, comme dans la plupart des services de radiothérapie. Et je vous avais préparé un beau logigramme qui résume tout ça, en faisant le focus sur 3 étapes. Donc la première étape qui a été essentielle, c'est de faire un planning qui regroupe toutes les missions de chaque corps de métier, qui va du projet médical aux procédures à écrire, de contrôle qualité, de dosimétrie, etc. Et surtout, dans ce planning, on a souhaité faire figurer aussi toutes les interactions qu'on a pu avoir avec l'extérieur, donc soit notamment les échanges avec l'ASN ou des audits qui ont été faits par une société extérieure pour valider la technique et nous rassurer dans notre pratique. Ça permettait vraiment à chacun de savoir où il en était dans le projet, dans l'avancement du projet. Donc ça, c'est le premier focus sur lequel je voulais insister, sur un planning qui inclut vraiment tout le monde. Et le second focus, c'était bien évidemment l'analyse des risques a priori, donc un thème qui a déjà été beaucoup abordé aujourd'hui. Petit retour d'expérience du coup de notre part. Nous, on s'est retrouvés au moment du projet stéréo, donc en 2019, avec une ARAP, une analyse des risques a priori, qui était devenue très très complexe, puisqu'en fait elle a été incrémentée à chaque fois qu'on a mis en route une nouvelle technique, donc que ce soit la RC3D, la tomothérapie, la modulation d'intensité. Et finalement, quand il a fallu intégrer ce projet stéréo à l'intérieur, on s'est dit que ça allait clairement devenir illisible pour tout le monde et non efficace. Donc à l'intérieur de ce projet mise en route de la stéréo, on a fait une grosse mise à jour de notre conduite de la RAP et on en est venu à décider de simplifier notre ARAP, de faire une ARAP générale, peu importe les techniques de traitement. Et on a créé ce qu'on appelle, nous, une ARAP projet qui ne dure finalement que pendant la phase projet. Et cette ARAP projet, elle est évidemment établie avant la mise en traitement du premier patient. Et nous, on a décidé qu'elle s'arrête au bout de 6 mois en se posant 2 questions. Au bout de 6 mois, est-ce qu'on a identifié de nouveaux risques ? Et est-ce que les risques présents dans l'ARAP projet sont supérieurs aux risques de l'ARAP générale ? Et si on répondait oui à une ou l'autre de ces questions, on faisait une mise à jour de l'ARAP générale. Si finalement on n'identifiait pas de nouveaux risques, on a estimé que l'ARAP projet pouvait être clôturé et ne conserver qu'une ARAP générale.
Donc, effectivement, simplifier cette analyse des risques a priori et surtout ne pas la complexifier. Donc, on veut mettre en route un projet. Je pense que c'est la base si on veut qu'elle fonctionne. Et puis, comment on a communiqué sur tous ces points pendant cette mise en route de stéréo atracrânienne. Donc, on a eu évidemment plusieurs phases de réunion. Donc, pendant la phase projet, nous, on a souhaité faire un état d'avancement du projet mensuellement à tous les corps de métier du service, avec un représentant, mais souvent deux. Donc, c'est un point qui a été souligné ce matin, pour justement créer de l'interaction entre les différents corps de métier et aussi interne à chaque corps de métier. Ensuite, une fois que le projet était bien démarré cliniquement, on a fait évidemment une réunion de synthèse dans laquelle on a défini des indicateurs de suivi. On a planifié des audits d'évaluation de pratiques professionnelles et on a demandé quelques retours d'expérience. Alors, en fonction de la date de cette réunion de synthèse, on n'a pas toujours de retour d'expérience sur les nouveaux projets qui sont mis en place. Et puis, on ne clôture ce projet que lors de la réunion de processus qu'on établit à 6 mois, dans lequel, là, on fait vraiment un retour des audits, des résultats d'audit, des résultats des indicateurs qu'on a mis en place à la réunion de synthèse. Et on demande aussi un retour clinique, puisqu'en général, là, on arrive à avoir, avoir eu plusieurs consultations de suivi sur les patientes qui étaient rentrées tout au début du projet. Et tous ces résultats sont ensuite présentés à une réunion de direction qui est annuelle. Et les acteurs de cette réunion évaluent les indicateurs qui sont présentés et prennent la décision de continuer la technique ou non. Donc, toute cette communication, nous, on a fait le choix de communiquer par mail, c'est-à-dire que tous les agents du service reçoivent à chaque fois les comptes rendus de toutes les réunions et pas seulement le groupe pilotage qualité ou les responsables des corps de métier. Et j'avais présenté une belle étoile de conclusion avec plein de verbes à retenir pour partir. Vous avez tout cassé là. Ouais. C'était une belle slide. Comment ? C'était une belle slide. C'était une belle slide sur vos conseils avec des beaux verbes à l'infinitif. Oh là là. Pour que chacun reparte. Ben tant pis. Bon, du coup, la conclusion, c'est que la conduite de projet, donc ça prend du temps, c'est sûr, pour tout le monde, mais ça permet vraiment de réévaluer, réoptimiser les processus de prise en charge du patient, tout en sécurisant et vraiment en renforçant les barrières existantes. Ça permet à chaque corps de métier de réapprendre, de gagner en compétences, et tout ça en instaurant vraiment une dynamique de groupe autour d'un projet. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre l'énergie pour conduire ça de cette manière. Merci beaucoup, Caroline. Et encore nos excuses pour l'absence de présentation qui n'est pas sur l'ordinateur. Vous aviez fait effectivement une belle slide, on en avait discuté avant et je vous avais proposé de réduire le contenu, ce que vous aviez fait. Bon, avez-vous des questions? Et je souhaiterais même que ce soit priorité à vos questions. Il vous suffit de lever la main, on vous apporte un micro. Alors, une première question ici, une deuxième ici. Alors, vous avez levé en premier, vous aurez le micro juste après, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nicolas Pourel, moi je suis radiothérapeute. Une question que je me pose, c'est à quel point vous avez été soutenu par la direction d'un très grand hôpital public à Mulhouse? Oui. Alors, par la direction de l'hôpital? Oui, parce que vous êtes physicienne médicale, je suppose oui. Que c'est quand même pas dans votre cœur de métier de faire de la gestion de projet. Non, c'est pour ça que je souligne vraiment l'investissement de notre ingénieur qualité. Qui n'est pas dédié à 100% en radiothérapie, mais qui a quand même, me semble-t-il, 50% en radiothérapie et qui a clairement été un élément essentiel dans cette gestion de projet. Pour nous aider déjà à prendre en main l'outil, tout simplement. Et puis, c'était l'intermédiaire avec la direction qui soutenait du coup notre démarche en fait, depuis 2013. Soutenez de quelle façon?
Parce qu'il y a déjà en mettant à disposition un ingénieur qualité ouais. pour assister à toutes les réunions de pilotage d'un projet qui peut paraître effectivement très physique ou radiothérapeute. Avoir un ingénieur qualité c'est le premier point du soutien. Ouais. Le deuxième. Le deuxième point, il n'y a pas eu de pression, on va dire, temporelle, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas dit à telle date, il faudra que le premier patient soit sur la table de traitement. D'accord. Donc c'est vrai que c'est déjà une grosse souplesse de pouvoir mener le projet en fonction du temps disponible pour chaque corps de métier. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui sont dans des structures où la direction est moins soutien ? Comment communiquer auprès d'elle ? Comment argumenter ? Comment travailler ? Alors on a l'avantage qu'il y ait beaucoup de guides qui soient sortis, donc, notamment ceux de l'IRSN. Je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces textes auprès de nos directions pour montrer que les démarches les méthodes en tous les cas sont écrites et elles fonctionnent. Et puis évidemment, pas hésiter à aller demander des retours d'expérience d'autres centres pour avoir du soutien s'il y a besoin. Mais je pense qu'on est quand même bien soutenu au niveau de l'ASN, de l'IRSN, pour être guidé. Vous vouliez, Magali, Evelyne, vous vouliez compléter ou tout va bien sur cette question du soutien des directions ? Moi, je peux compléter puisqu'on en a parlé avec Magali. Et effectivement, on a eu à communiquer auprès de la gérance, donc en fait, leur appréhension, c'était que ça nous prenne du temps. Comme vous dites, docteur Pourel, nous sommes physiciennes, et donc du coup, il y avait d'autres changements dans le service qui font que, avec une routine à assurer, et que le temps n'est extensible pour personne. Comme il a fallu communiquer, il y a une confiance mutuelle qui fait que on a eu le feu vert. Et ils ont la gérance a très vite compris que l'intérêt de faire participer, que ce soit pas juste médecin, physicien, faire participer pour pouvoir appréhender. Et puis cette conduite de projet aussi, ça fait partie de la qualité. On avait ce besoin de formaliser et d'avoir un appui par l'IRSN qui avait travaillé sur le sujet, notamment Sylvie Tellier avec les facteurs organisationnels et humains, entre autres. Mais voilà, donc ils ont très bien compris l'intérêt et en même temps on a pu insister en disant que le guide en fait il est fait aussi pour tout type d'établissement qui soit public, privé, un entre-deux, et du coup nous il y a des choses, on en a parlé, qui ne nous concernent pas dans le privé, ne concernent pas, en tout cas on ne travaille pas comme ça. On n'établit pas, par exemple, des cahiers des charges. C'est des dialogues directs qui disent on passe pas, on a peut-être un peu moins d'administratif, on en a, mais voilà. Et donc du coup, on en prend, on en laisse. C'est vraiment un guide qui permet. Il y a plusieurs recommandations, ce ne sont pas des obligations. Et donc du coup, ça nous permet vraiment de choisir et de se le conduire, de se le personnaliser. Très bien, merci. Bonjour monsieur. Bonjour, moi c'est Mokhtar Sibi, je suis responsable opérationnel et qualité et ma question elle est pour Madame Bona. Vous avez parlé de l'analyse des risques a priori, vous avez dit que vous en avez deux, une générique et une qui est plus pour la période projet. Et c'était pour savoir l'analyse des risques projet, elle concerne uniquement les risques du projet, le fait que le projet aboutisse ou pas, ou elle vient en complément de l'analyse des risques génériques qui reprend le parcours patient. Alors l'analyse, l'ARAP projet, elle reprend le parcours patient pour le projet qu'on souhaite mettre en place. Et donc si ces risques sont communs avec l'ARAP général, avec le même niveau de risque, on ne modifie pas l'ARAP général. Par contre, si c'est un nouveau risque ou si le risque est plus élevé pour ce projet-là, on intègre ces risques projets dans l'ARAP général. Pour à la fin, une fois que le projet est clôturé, on ne perde pas les risques qu'on avait identifiés pendant le projet et qu'on les conserve bien dans l'ARAP général. Sans chercher à multiplier le nombre des risques et se retrouver de nouveau avec une ARAP générale qui fait 200 lignes dans un tableau Excel. Je
sais pas si j'ai répondu. Oui, merci. Merci. Juste si je peux rajouter un petit commentaire sur ce point. Justement, dans le rapport issu de la recherche là, dont j'ai parlé un petit peu, il a été montré que donc, pendant cette période d'appropriation, il y avait vraiment des risques qui étaient liés à cette période d'appropriation et qu'il fallait vraiment travailler sur ces risques-là en amont de cette période de changement. Et il y a des propositions qui sont faites dans ce rapport. Et donc effectivement, dans la préparation du changement, il y a la préparation des risques sur le long terme dans l'utilisation de la nouveauté, mais il y a l'anticipation des risques qui sont vraiment liés à cette période de changement qui a donc ses propres risques. Une autre question? Oui, madame, on vous apporte le micro. Il y aura une question après. Karine me fait signe. Oui, une petite question? Oh, très bien. Bonjour madame. Oui, bonjour, Ramona Haïti, physicienne médicale. Une question notamment par rapport au dernier chapitre, à la dernière, au dernier conseil de guide de l'IRSN, laisser le temps à la mise en place de la technique. Comment fait-on pour répondre à l'échelle temps entre, une fois les premiers patients traités, on a mis en place la technique, on a bien géré notre projet, on a mis on traite les premiers patients. Comment fait-on pour l'échelle temps entre la technique, elle marche, on a fait un patient, demain il faut traiter tous les patients, et les temps notamment nécessaires à l'échange, au retour d'expérience, à la formation du personnel qui n'a pas encore été formé. Quels sont vos conseils en tant que rédactrice de ce texte, et bien sûr l'expérience de mes collègues, et voir les avis médicaux? Merci. Alors, je vais essayer de répondre et je propose à mes collègues des sciences humaines et sociales de ne pas hésiter à intervenir aussi, qui sont dans l'assistance. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, moi j'aime bien cette idée de dire que de toute façon, il y aura une période d'adaptation. Donc on ne peut pas dire qu'au premier patient, la nouveauté et la nouvelle technique, si on parle de technique, est mise en place, et c'est prêt, c'est fait, il n'y a plus rien à redire, on peut rédiger nos procédures, tout est fait. Non, il y a forcément une période d'adaptation. Et du coup, effectivement, non, le travail n'est pas fini au premier patient. Sur des conseils, je vais réfléchir. Je prends le temps de réfléchir un petit peu si d'autres personnes veulent intervenir en attendant. Moi, je veux bien répondre parce que du coup, on s'était posé cette question avant le premier patient. Donc, pour le projet, en tous les cas là, stéréo-intracrânienne, nous, on a fait le choix, tant que tous les manipulatrices n'étaient pas formées, de pas traiter plus d'un patient par semaine en stéréo-intracrânienne. Et de formaliser un retour à 6 mois et à 1 an. Ça veut dire qu'on s'est laissé, après le premier patient, jusqu'à 1 an pour considérer qu'on était en phase de formation. Si ça peut donner quelques chiffres pour répondre à votre question. Pour ce qui nous concerne, bon, on n'a pas encore commencé, hein, puisque déjà on n'a pas encore, on a une autorisation provisoire, on va dire. L'inspection passe le lundi, mais nous on a vraiment voulu, bon, c'est une installation mixte, commencer par la curie HDD parce que c'est ce qui va changer. On change aussi de projecteur de source. Donc c'est vrai que là, par exemple, en vue de l'inspection, on nous demande des protocoles, enfin de joindre en préparation de l'inspection des protocoles, sauf que nous, ce sont des anciens protocoles de l'autre projecteur de source, hein, et on n'a pas encore eu la formation. Et après, on s'est donné le temps, justement, entre la formation et le premier patient, de pouvoir rédiger, enfin, on a tout programmé. Et donc voilà, il y a des choses que l'on ne peut pas et qu'on fera en temps voulu, on essaye de faire au mieux. Mais voilà, on laisse le temps aussi après pour la curie entre les premiers patients de curie, les premières patientes de curie et le premier patient en radiothérapie pour se poser avec les manipulateurs pour tout ce qui est protocole, procédure, les changer de l'ancienne façon de faire avec la nouvelle façon de faire une fois qu'on aura la formation constructeur. Sophia.
Je pense qu'effectivement, ça doit faire partie en fait du projet. C'est-à-dire que le projet, il ne s'arrête pas au premier patient. Il doit intégrer cette notion de montée en charge, à quelle vitesse on veut monter en charge, sur quel délai. Il doit intégrer la formation des différentes personnes. Si je prends l'exemple de la radiothérapie sur 5 jours, on a démarré avec les manips qui faisaient partie du projet, les physiciens qui faisaient partie du projet, les médecins qui faisaient partie du projet. On partait sur une seule machine et puis petit à petit, et un seul patient par semaine. Puis petit à petit, on a augmenté le nombre de patients par semaine. On a augmenté les personnes impliquées. Et aujourd'hui, on traite, peu importe la machine, puisqu'elles font toutes du 6 mégavolts. Mais voilà, je crois que cette notion de montée en charge, de formation, d'intégration à l'activité quotidienne, elle doit faire partie du projet, elle doit être prévue déjà dans le projet. Et puis, je ne sais plus qui parlait de l'évaluation à 6 mois pour clôturer le projet. En fait, effectivement, je pense qu'il faut se donner un temps, une fois que le projet est mis en place en routine, pour avoir cette évaluation avant de dire, bon ben voilà, le projet, on le ferme, maintenant ça fait partie du schéma standard du service, quoi. Est-ce que David Azria est toujours avec nous? Non? Ok. Je voulais savoir comment ça se passait à Montpellier. Eh bien, ce sera l'objet d'un prochain séminaire. Une autre question, Karine, je crois qu'il y a quelqu'un qui posait une question à distance. Pardon. Alors, c'est une question de Michael Antoine, qui est physicien médical à la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine et qui s'adresse à Evelyne Amiel-Alm. Comment peut-on différencier ce qui relève de la qualité et qui en général fédère assez bien les équipes de ce qui relèverait de la surqualité qui pourrait avoir un effet démobilisateur sur ces mêmes équipes? Oui, est-ce que tu peux répéter? À partir de quand on entre dans la surqualité qui risque de démobiliser les équipes? Moi, si je peux intervenir, j'aurais envie de dire, là, on ne parle pas vraiment de qualité, on parle de sécurité des soins, et là, je pense que c'est pas compliqué de motiver les troupes. Hein. Tout le monde est concerné par la sécurité des soins. Donc, là, je pense qu'il y a peut-être un petit travail aussi sur le vocabulaire qu'on utilise entre la qualité et la sécurité des soins. Voilà, donc là, toutes les démarches que Evelyne a mis en place, voilà, mettre en place ces réunions, beaucoup communiquer, ça peut être que apprécié. Quand vous dites qu'il y a un travail à faire sur le vocabulaire, vous pensez qu'il y a encore des confusions sur les termes ou sur la portée de chaque domaine? Chaque démarche, pardon? On parle en radiothérapie, vu que toute cette démarche est arrivée par la qualité. Oui. Mais quelque part, le fond du problème, c'est la sécurité des traitements. Et donc, des fois, c'est un avis personnel, je trouve qu'on utilise pas toujours les bons mots et que ça peut être un petit peu problématique sur la compréhension de pourquoi on fait les choses aussi, des fois. Voilà, l'objectif qui est commun, c'est la sécurité des soins. Caroline, Evelyne, si je peux compléter, moi je pense aussi qu'il, pour pas tomber dans la surqualité, je pense aussi qu'il faut intégrer vraiment ce projet dans les pratiques actuelles et avec le temps, notamment que les manipulatrices par exemple disposent, en termes de nombre de réunions ou de temps de réunion, je pense qu'il faut vraiment les optimiser. Ça sert à rien de se fixer comme objectif de faire une réunion par semaine si finalement les agents sont là qu'à moitié du temps. Mais peut-être faire moins de réunions, mais plus efficaces et bien tenir compte de leur mission de terrain qu'elles ont à faire à côté des projets. Moi, je rajouterais le fait, en fait, le parallèle avec les études de risque a priori, les analyses de risque a priori patient, sur lesquelles on voit qu'elles sont complexes et qu'après, il faut simplifier. D'ailleurs, donc là, ça serait le parallèle. La qualité, il ne faut pas non plus complexifier les choses et on va justement vers une simplification. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire aussi chez nous. Et au passage, je remercierai Michael Antoine sur Bordeaux, puisque justement, son analyse des risques a priori patients est particulièrement, je trouve, intéressante, puisque très simple à utiliser. Et c'est lui c'est en la voyant que du coup, ça nous a donné envie de changer celle qui nous avait été proposée par une professionnelle qui était trop complexe et on ne savait pas justement comment faire en sorte qu'elle vive. Hein, c'est ce qui est demandé aussi par l'ASN et puis on a envie qu'elle vive. Et effectivement, ça nous a donné envie de changer notre format d'analyse des risques. Voilà. Merci Michael. Merci à vous.
Oui, je connais cette main. Rebonjour Gianfranco. Oui, bonjour. En effet, oui, par rapport à l'analyse des risques a priori, parce que moi j'ai toujours, d'ailleurs merci d'avoir donné cette idée que je trouve très très pratique, parce que moi aussi j'ai la même vision. Donc pour l'analyse des risques a priori, cette idée de faire vivre l'analyse des risques, de l'incrémenter toujours, ce qui devient pour moi une petite dérive administrative, ça m'a toujours posé des questions, parce que dans ma tête, il y a un projet, il y a une nouvelle machine qui vient d'arriver, on fait l'analyse, je suis tout à fait d'accord avec vous avec l'analyse, avec les projets. Après, quelle est l'issue de l'analyse des risques? L'issue de l'analyse des risques, c'est qu'on va identifier des actions prioritaires à mettre en place qui vont sécuriser les projets et après la pratique pour l'avenir. Donc les actions que je dois mettre en place, ce sont des actions qui doivent être pérennes. Donc ce sont des actions qui vont changer la structure de mon organisation. À mon sens, au moins, il faut essayer de les faire, ce n'est pas toujours simple. Donc c'est la qualité des actions qui fait la qualité aussi de l'analyse. Donc dès que j'ai mis en place des actions, j'ai changé la structure de mon organisation de façon plus ou moins pérenne, jusqu'au moment où j'aurai besoin de changer encore la structure de mon organisation, quel est l'intérêt d'ajouter des lignes? Alors en tant que qualitécienne, oui, mais quel est l'intérêt d'avoir ce tableau qui a priori devait être nourri? D'ailleurs, vous avez dit que vous avez communiqué aux équipes via des emails. Est-ce que toutes les équipes, si vous interrogez les équipes, est-ce que vous avez lu l'email? Peut-être vous l'avez fait. Est-ce que vous avez compris le contenu? Est-ce que ça porte en vrai, et ça c'est aussi pour l'ASN avec cette idée de faire vivre cette analyse des risques qui nous est demandée tout le temps, est-ce que c'est ça l'objectif, c'est ça notre objectif, ce qui me semble enfin en soi, ou est-ce que vraiment on change d'autres organisations parce qu'on a fait une analyse des risques et après on a une organisation qui est changée, qui reste de façon pérenne, structurée d'une certaine façon avec des actions qui sont, je pense à l'identité des patients, on a mis en place des actions pour la reconnaissance avec des outils ou des façons de faire pour reconnaître l'identité des patients, pour s'assurer de l'identité des patients. Ça doit être ancré dans les pratiques et donc tous les nouveaux arrivants qui vont arriver, ils rentrent dans une organisation qui est entre guillemets un petit peu sécurisée avec tout ce qu'on a dit entre notre design du système et après qu'est-ce qu'est la vie réelle, la nécessité d'analyser les choses et d'aller auditer, et c'est là pour moi important, d'aller auditer vraiment qu'est-ce qu'on fait dans la vie réelle. Voilà, ça c'est le point. Merci Gianfranco. Caroline? Oui, alors là, je partage tout à fait votre analyse. En tous les cas, nous, on a vraiment essayé de faire le moins de modifications possible par rapport aux pratiques actuelles. Qui pour nous étaient source d'erreurs. Alors il y en a toujours, hein, forcément, des nouvelles organisations pour intégrer les nouvelles techniques. Mais en tous les cas, nous, notre démarche, c'est d'essayer de ne pas tout révolutionner à chaque nouveau projet. Et donc forcément de minimiser les changements dans l'analyse des risques a priori, mais il y en a forcément. Une dernière question. Les oppositions, Magali, les oppositions les plus fréquentes, les coups de frein, que ce soit en radiothérapie ou dans d'autres secteurs, en fait, dans tout secteur professionnel, il y a des freins au changement. Certains ont été évoqués. Quels sont les plus fréquents dans ceux que vous avez relevés dans l'étude qui a servi de terreau à ce guide? Je parle de facteurs humains, d'opposition humaine en fonction des humeurs, de la façon de procéduriser dont le centre est l'objet depuis plusieurs années. Je pense à des caractères particuliers, des personnalités, voilà, comment les oppositions se caractérisent typiquement à l'approche du changement. Vous parlez de personnes réfractaires à un changement. Oui. Alors là, c'est une question pas évidente. Parce que la conduite du changement a toujours généré des frictions et le changement est vécu comme... J'insisterai sur... Ça marche très bien jusqu'à maintenant. Pardon. Oui. J'aurais envie... Donc je m'intéresse à l'angle humain. L'angle humain, oui. Je réinsisterai sur la communication qui est absolument primordiale et encore plus on en a beaucoup parlé tous de l'importance de la communication dans nos démarches et encore plus à l'ère où on se cache tous de plus en plus derrière notre ordinateur parce qu'on a accès à tout
à distance, et encore plus en radiothérapie, à l'ère où on découpe toutes nos activités en petits morceaux et on pense bien que notre activité elle est indépendante des autres et qu'on n'a absolument pas besoin des autres métiers non plus. Tout ça, c'est aussi généré par les outils qu'on utilise au quotidien. Et oui, la communication plus de A à Z, du début à la fin du projet, et vraiment on embarque toute l'équipe. Dans le guide, on parle même, c'est tous les professionnels. Il faut communiquer. Alors on adapte le niveau de communication évidemment, mais embarquer toute l'équipe dans la compréhension du projet et dans le suivi du projet au niveau adapté. Je rebondis sur ce que dit Magali enfin, c'est embarquer notamment les personnes qui sont la personne réfractaire lorsqu'on définit des équipes projets. Nous, par illustration, quand on a mis en place la SGRT l'an dernier, voilà, les manipulateurs, tout le monde n'a pas pu aller voir dans un autre centre comment ça se passait. Et même quand ils y ont été, voilà, il y a un peu des côtés réfractaires. Mais du coup, n'ayant pas vu comment ça se passait, même si on avait mis des petites vidéos sur le logiciel qualité, voilà, on fait des réunions pluridisciplinaires pour présenter, comme on a dit, et voilà, il y avait quand même ce côté réfractaire. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas impliquer cette personne? Il fallait 2 manipulateurs. Donc on a pris notamment une personne, en tout cas, qui pouvait être réfractaire, pour qu'en même temps, elle puisse poser des questions au cours des formations constructeurs et qu'elle soit impliquée et qu'elle soit active et proactive. Et finalement, voilà, c'est du passé. Tout le monde a trouvé son rôle et sa place et est convaincu et reviendrait aucunement en arrière. Oui, parce que souvent l'opposition vient d'une peur qui vient d'ailleurs, d'un manque de compréhension, de l'imagination qui se déploie. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à cette table ronde, merci d'avoir participé également en posant vos questions. Il est 15h45, c'est l'heure de faire une pause et je vous donne rendez-vous à 16h10 pour la 3e et dernière phase de notre journée qui sera consacrée au retour d'expérience. À tout à l'heure.